Alors, on va faire à deux voix avec Céline et je vais démarrer sur les aspects stratégie, programme dans la culture du maïs. Donc, pourquoi on insiste beaucoup là-dessus? Parce qu'on sait qu'on a des flores assez parfois difficiles à maîtriser et c'est tentant de sortir systématiquement, quelles que soient les parcelles, le programme le plus costaud possible pour assurer. Et on insiste bien sur la nécessité de bien ajuster le programme de désherbage à la flore pour éviter de mettre des chloroacétamides partout, pour préserver au mieux ces solutions. Donc vous voyez l'arborescence qu'on avait déjà présentée l'année dernière. D'un côté, les parcelles peu chargées en graminées. On sait qu'on va avoir des floracées majoritairement dicotylédones. Et puis à droite, les situations à graminées qui méritent un autre mode de gestion du désherbage. Donc on va reprendre rapidement quelques grands axes. Pour les parcelles à graminées, je réinsiste sur le fait que le DMTAP n'est pas forcément à mettre systématiquement seul à pleine dose ou parfois même sur des pressions modérées. On peut travailler avec ces solutions qui apparaissent là dans le tableau seules. Elles ont des efficacités modestes, mais elles viennent, enfin plus modestes, mais elles viennent avantageusement sécuriser des herbages des paniques interdigitaires et on verra aussi plus tard le régras. Donc vous avez la synthèse de nos essais, donc le chiffre entre parenthèses représente le nombre d'essais et la couleur, on n'a pas remis la légende, désolé pour les daltoniens, mais quand c'est vert, c'est plutôt d'une efficacité satisfaisante et puis quand c'est rouge, évidemment, insuffisante. Ceci dit, même si on a une note insuffisante, le fait il y a quand même une efficacité graminée et le fait de travailler avec ces solutions en association avec du DMTAP permet de réduire la quantité de DMTAP appliquée. On vous a aussi précisé dans la dernière colonne le spectre dicote le plus avantageux de chacune de ces solutions qui apporte un complément intéressant. Alors peut-être un focus sur le lagon, puisque c'est un produit à base d'isoxaflutol et d'aclonifène qui est ancien sur maïs, mais qui avait disparu et qui revient, et qui peut être un partenaire intéressant, à la fois sur Panix digitaire et Regra, on le verra ensuite, et puis sur les dicotes. Donc pour l'illustrer, on vous a remis ici les essais où vous pouvez lire en colonne et sur la verticale. Donc la ligne du haut, c'est un chloroacétamide seul. Donc, par exemple, je prends le plus à gauche, vous avez ISAR 0,8 avec le spectre sur Panix digitaire en orange, enfin, les efficacités, devrais-je dire. Dans le bleu ciel rond, là, c'est la digitaire, le petit carré, le panique, et le losange rouge, la céter. Donc efficacité PSD, efficacité sur spectre dicote classique en vert clair et sur les dicotes plus difficiles, renouer des oiseaux par exemple, dans le vert foncé. Et juste en dessous, la même chose, la même dose d'ISAR, spectrum, associée avec 0,6 de lagon. Et vous voyez que ça c'est plutôt intéressant, ce type de solution, avec des bonnes efficacités à 30 jours qui font une bonne base pour le désherbage par la suite. Donc j'insiste un peu, il y a d'autres solutions possibles que de l'association du lagon, mais comme ça revient sur le marché, c'était l'occasion de présenter les résultats, à utiliser en prélevé uniquement et dans les sols filtrants plutôt à dose réduite. Donc par exemple le 0,6 ici, en veillant à ce que le semis soit bien régulier et en profondeur. Donc quand on est sur des pressions graminées assez fortes, voilà nos recommandations, elles vont apparaître à l'écran. Donc tout d'abord une base racinaire avec essentiellement le DMTAP associé à un partenaire, et puis un rattrapage de post-levée. On est vraiment sur une stratégie de passage avec des bases racinaires. Si c'est des PSD, la poste très précoce est un peu plus technique, mais permet de gagner en persistance, à condition bien sûr d'intervenir en poste très précoce sur des toutes petites graminées, pas des graminées à 2-3 feuilles. Donc après, on vous a mis un certain nombre de solutions. On peut tout afficher d'un seul coup, hein, c'est pas la peine de gérer l'animation, voilà. Donc je ne vais pas forcément commenter, mais qui vous donne des exemples de programmes en pré ou post-précoce dans le petit carré à droite pour la ligne du haut, et puis le rattrapage en foliaire
en ne négligeant pas l'association quand on travaille par exemple avec du nicosulfuron mésotrione, donc en faisant attention à mettre des doses de ces deux substances actives suffisantes si on a des fortes pressions panique cétaire digitaire. On enchaîne sur des flores plus simples, en rappelant que là, l'usage des chloroacétamides n'est pas indispensable et qu'on peut s'en passer. Et donc là, on est sur des choses plus faciles. On peut gérer ça avec une pré ou une double poste, une pré rattrapée par du binage, par exemple. On va le voir ensuite avec nos propositions de programme. Donc là, pareil, on peut tout afficher. Voilà, donc la pré ou post précoce sans chloroacétamide, on a plusieurs solutions qui apparaissent ici, à base d'Adango, Merlin, Isran, Caliprime, et puis le rattrapage foliaire de la même manière. C'est aussi dans ces situations, on va le voir sur la diapo qui suit, que l'on peut avoir des stratégies de soit limitation des quantités en localisant la prélevée ou la post précoce sur le rang. Aujourd'hui, les rampes adaptées commencent à se démocratiser, grâce au guidage notamment. Et puis le désherbage mécanique qui peut venir soit en rattrapage derrière une pré chimique, en plein ou en localisé d'ailleurs, ou alors venir grouper les levées de PSD si on intervient à l'aveugle avec une herse avant le désherbage. C'est la ligne du dessous. Alors on va faire un petit focus sur les régras, parce que c'est vrai que régulièrement, c'est quand même la problématique numéro 1. Cette année, on l'a encore eu beaucoup, avec les digitaires, entre autres. Et sur régras, c'est un peu particulier. Déjà, c'est pas une flore forcément simple à maîtriser. On recommande vraiment de la prélever sur cette flore. Vous le voyez sur le résultat d'essai qui apparaît sur la droite. Les solutions les plus régulières, c'est la pré rattrapée en poste. Même si on fait une double poste, on est en dessous, c'est le bâton du bas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en prélevé? Évidemment, là, le DMTAP devient assez incontournable, seul ou associé. L'association avec la pétoxamide dans les essais donne de bons résultats. Je vous rappelle ici que ce produit, pour l'instant, les deux spécialités, Juan et Successor, ont perdu leur AMM et la fin des usages en parcelle est dans 1 an. Donc peut-être que la molécule reviendra plus tard, mais pour l'instant, en France, on a perdu l'AMM. Donc à T plus 30 jours, un certain nombre de possibilités avec une base DMTAP associée, par exemple, qui a une bonne persistance pour 30 jours et qu'on va pouvoir attraper après. Donc sur la diapo suivante, on vous a mis un certain nombre de... Ah, j'avais oublié qu'on avait un petit focus lagon, je vous l'avais promis tout à l'heure. Donc le lagon apporte à peu près presque 1 point d'efficacité supplémentaire sur notre échelle. Et du fait de sa composition, notamment avec la clonifène, on le connaît sur céréales, va être un bon partenaire en cas de flore et gras sur une base DMTAP par exemple, en prélevé. Et donc en termes de recommandations, voilà ce qu'on peut conseiller en prélevé, avec là encore un code couleur qui varie en fonction des dosages. C'est sûr que si on remonte les doses, on va être un peu plus vert, et puis sur des doses plus modérées, un peu plus jaune. Ceci dit, important, je le répète, de gérer ça dès la prélevée pour intervenir sur des régras en germination ou vraiment très très jeunes. La difficulté après, ça sera pour le rattrapage, parce que les produits de rattrapage foliaire ne sont que de la famille des inhibiteurs de l'ALS, et donc quand on est en suspicion de flore résistante, eh bien, on peut avoir une baisse d'efficacité, voire une non-efficacité de ces solutions, et c'est le cas parfois quand il s'agit du nicosulfuron. Donc le graphique ici vous représente la répartition de nos essais en fonction de la régularité d'efficacité. Donc par exemple pour le nicosulfuron, vous voyez, même à pleine dose, aucune solution n'apporte, aucun des essais n'apportait une efficacité satisfaisante. Et c'est vraiment le forum sulfuron associé ou non à la thiène-carbazone dans le Mondin Monsoon qui permet de maximiser les chances d'avoir les meilleures efficacités.
Mais ceci dit, on reste toujours sur cette famille des inhibiteurs de l'ALS, donc le fait de systématiser toujours ce type de produit risque de sélectionner des régras résistants, d'où l'importance de la prélevée. Donc si on complète le panorama du programme sur régras, pour la post-précoce, vous voyez un certain nombre de solutions. Donc au passage, vous voyez que pour Mondine Monsoon, on ne peut pas utiliser cette solution si on a mis un ISAR Adengo en prélevé. Donc pour le coup, les autres types d'associations, ISAR Successor, ISAR Solo, ISAR Le Dakota ou l'ISAR Lagon, permettent de mobiliser cette solution. Et si on a mis de l'Adengo en prélevé, eh bien, on peut revenir avec de l'équipe du nicosulfuron, mais avec parfois des efficacités dégradées quand on est en flore en dérive. Je passe la parole à Céline qui va à présent faire un focus sur le Datura. Merci. Donc effectivement, on a choisi de vous présenter quelques résultats complémentaires sur le Datura, notamment parce que c'est une plante qui nous préoccupe pas mal dans la région pour des problématiques d'une part de concurrence, hein, cette plante invasive et très volumineuse. Et puis surtout, c'est une plante qui est toxique. Ici, sur ce tableau, on rappelle la réglementation, donc une plante toxique pour l'homme, toxique pour les animaux, notamment provoquant des hallucinations, de la confusion mentale, voire des arrêts cardiaques. Et donc, il y a une réglementation qui a été mise en place assez rapidement, notamment par rapport aux graines de Datura et notamment vis-à-vis de la réglementation en alimentation animale, avec une réglementation qui prévoit de ne pas dépasser 1 gramme de graines de Datura par kilo d'aliments, enfin par kilo de maïs fourrage. Donc on a une réglementation vraiment sur la plante, sachant que à l'heure actuelle, il y a un projet de révision visant à abaisser ce seuil à 0,5 grammes par kilo d'aliments prochainement. Donc ça, ce n'est pas acté, hein, c'est un projet de révision. Donc, comme je vous le disais, cette plante de Datura est toxique. Elle est toxique vis-à-vis des alcaloïdes tropaniques, et notamment l'atropine et la scopolamine. Donc, ce sont ces alcaloïdes tropaniques qui ont ces effets neuroperturbateurs que je citais tout à l'heure. Et là aussi, on a une réglementation vis-à-vis de l'alimentation humaine qui vise à ne pas dépasser des seuils, par exemple de 15 microgrammes par kilo pour des productions de maïs et sur des productions plus spécifiques, par exemple sur le maïs popcorn, la réglementation vise des seuils beaucoup plus bas à 5 microgrammes par kilo. Et juste pour signaler que cette année encore, en 2025, sur le terrain, on a eu une pression de Datura relativement importante et les résultats obtenus vis-à-vis de la charte qualité maïs classe A montrent que 2025 est une année aussi difficile hein, par rapport au Datura et par rapport à ces alcaloïdes tropaniques, puisque sorti séchoir, on avait quand même 30% des échantillons qui dépassaient cette réglementation de 15 microgrammes par kilo. Et en bilan récolte, on est à 10% des échantillons. Donc, c'est toujours un grand point de vigilance. Donc, bien évidemment, à post-récolte, il y a des leviers, hein, notamment pour nettoyer les lots contaminés qui permettent d'éliminer les graines et fragments de Datura et qui ont une très bonne efficacité. Mais malgré tout, on peut avoir des dépassements de ces seuils malgré ce nettoyage. Alors pour poursuivre, j'ai prévu là, effectivement, on a des travaux que l'on conduit autour de ces alcaloïdes. Donc juste pour vous rappeler que, je pense que vous l'avez en tête, mais que vous rappelez que ces alcaloïdes tropaniques, en fait, on les retrouve
dans la graine de Datura, mais pas que, hein. On le retrouve également dans toute la plante de Datura. Et donc, vous avez cette petite présentation et de concentration, donc bien évidemment beaucoup plus concentrée dans la graine que dans l'appareil végétatif, mais c'est présent aussi ces alcaloïdes dans les jus de sève, etc. On a eu des travaux complémentaires qui ont permis aussi de montrer que la teneur en alcaloïdes va progresser aussi tout au long de la croissance du maïs. Pardon, de la croissance de la plante du datura. Et donc, on a fait des mesures à 6 feuilles et à maturité, on a une augmentation des teneurs d'alcaloïdes dans la plante de datura. Et de rappeler que la concentration est maximale dans les graines, sachant que en faisant, voilà, une plante peut produire de 10 à 20 bogues. Dans une bogue, on peut avoir, c'est les moyennes, hein, on peut avoir 500 graines. Et une graine, en général, a une concentration de 28 microgrammes d'alcaloïdes. Et donc, vous voyez bien les enjeux importants. De l'autre côté, on a eu des travaux donc, pour plus chiffrer les alcaloïdes, et on a eu des travaux complémentaires sur la biologie de l'adventice, sur la biologie du datura. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'on a pu voir que les graines sont capables un peu de germer, quelle que soit leur maturité. On a fait des travaux avec des prélèvements de graines de datura plus ou moins matures, hein, allant sur des graines un peu plutôt beiges à des graines très marron. Et en fait, toutes les graines peuvent germer, alors avec des capacités de germination un peu variables, mais même des graines qui nous semblaient peu matures peuvent aller jusqu'à une germination. Et par ailleurs, on a pu aussi dans ces travaux se rendre compte que les graines de datura que le datura pouvait germer en profondeur. Avec des profondeurs jusqu'à 15 cm, ce qui, en termes de levier agronomique, a des conséquences, et notamment le levier du labour est un levier pas si important que ça pour gérer des problématiques de datura. Et enfin, là aussi, il y a une problématique sur les datura où parfois on peut avoir sur des levées très tardives, finalement des tout petits datura dans les parcelles, et puis ces petits datura, on s'est rendu compte qu'ils ont un cycle biologique beaucoup plus rapide, et qui peuvent aller jusqu'à la production de bogues et de graines. Alors même si l'appareil végétatif est plus petit, il y a moins de bogues sur le datura, on a pu constater que, en revanche, les graines étaient beaucoup plus concentrées en alcaloïdes, si on fait la comparaison par rapport à des datura beaucoup plus volumineux. Donc, tout ça pour dire qu'il faut avoir vraiment une vigilance extrême vis-à-vis de cette plante de datura, que ce soit des gros ou des tout petits datura qui parfois arrivent à se développer dans les maïs. Donc voilà, sur cette partie, on va dire, mise à jour des connaissances sur la plante de datura. Ensuite, si on reprend par rapport aux stratégies, et notamment aux stratégies en végétation, enfin en culture, stratégies chimiques, rappelez que, donc ici, on a une comparaison sur un essai avec différentes stratégies de prélevé ou de post-levée précoce, pour signaler que on a des stratégies plus efficaces lorsqu'on est sur de la post-précoce, notamment de par la biologie, hein, du datura, hein, qui lève tout le temps, et en décalant un peu de l'après à la post-levée précoce, on arrive à gagner un petit peu en persistance. Alors bien évidemment, là ces résultats sont intéressants vers le datura. Il faut bien avoir en tête les autres adventices sur la parcelle, puisque par exemple, comme le disait Anne-Monique tout à l'heure, quand on a du grès gras,
on va plutôt privilégier des stratégies de prélever. Et si les conditions sont très favorables à la prélever et qu'on a des grosses pressions d'autres graminées ou comme des cétères, la prélever peut être indispensable. Mais vous voyez que c'est vraiment cette notion de persistance qui est importante dans les meilleures efficacités pour le datura. Ensuite, en termes de comportement et puis de lutte, notamment en rattrapage, ici on a les résultats qui avaient été conduits dans la région centre l'année dernière, avec une post-levée très précoce sur une base Isar-Merlin-Flex. Vous avez ici les résultats sur différentes solutions de rattrapage à 4 à 6 feuilles du maïs. C'est vrai que souvent on a l'habitude de dire que pour désherber du datura en poste, on a un panel de solutions chimiques assez large. Hein. Effectivement, l'isoxaflutol a une certaine efficacité, les tricétones, les sulfonylurées. Et donc, ce n'est pas une problématique d'absence de solutions chimiques, mais plus de positionnement par rapport au lever de datura. Et là, ici, notamment, vous voyez que des solutions à base, par exemple, de mésotrione, de tambotrione, ont une certaine efficacité également avec des sulfonylurées et le banvel. Ensuite, on a eu toujours dans ces résultats de l'année dernière, toujours avec la post-levée très précoce, on a pu regarder des solutions et notamment où on complète des tricétones, donc la mésotrione ou la tambotrione, avec de l'onyx, hein, donc qui contient du pyridate. Et donc dans ces deux résultats d'essai, donc attention, hein, prendre un peu de précaution, il n'y a que 2 essais. En tout cas, dans ces essais, on a pu voir notamment vis-à-vis de la mésotrione un effet intéressant de la compléter avec du pyridate, donc avec de l'onyx. Et on voit ici dans ces résultats un gain, sans doute un effet un peu boost sur la mésotrione. Bien que, en revanche, on n'a pas constaté dans cette même série d'essais, et notamment sur l'essai en point vert, hein, avec l'essai d'Olna, où on a vu plutôt un effet dépréciatif de compléter la tambotrione avec du pyridate. Donc voilà, donc ça, ce sont des premiers résultats qu'on voulait partager. Il faut qu'on complète ces résultats et que l'on puisse, et puis qu'on puisse statuer sur ces effets complémentaires. Comme on parlait du pyridate tout à l'heure, juste pour vous rappeler aussi qu'il y a une nouveauté qui vient d'être homologuée, qui s'appelle le Botiga, spécialité Botiga, qui comprend tout formulé de la mésotrione et du pyridate. Et donc le Botiga, à sa dose homologuée, apporte 80 grammes de mésotrione et 300 grammes de pyridate. Et on vous a mis les équivalents sur d'autres spécialités que l'on connaît et qui peuvent être associées, qu'on a vu précédemment, avec des bonnes efficacités ici dans ces résultats. Donc sur le datura, ce que l'on peut retenir, j'ai envie de dire rien de très neuf sur la lutte en végétation, la lutte chimique. On a des solutions qui sont efficaces. La problématique, c'est souvent un peu de manque de persistance ou des levées tardives. Et donc, il faut vraiment viser, alors déjà commencer, bien évidemment, sur des postes précoces les plus efficaces, notamment avec les oxaflutol, par exemple, a un intérêt, l'appendier également. Et puis, sur des pressions très importantes de datura, une lutte à base de tricétone, de mésotrione, par exemple, avec des doses un peu costaudes, hein, quand vous avez une pression importante, soit seule ou associée avec du pyridate ou du dicamba, voire des associations terbutylazine plus pyridate qu'on a vu tout à l'heure que je n'ai pas commenté. Lutte mécanique toujours un peu difficile parce que on le sait que le datura a une grande capacité à se repiquer. Donc ça, c'est vraiment à utiliser de façon très très technique et on peut avoir des échecs dans certaines conditions. Et puis, une des recommandations, c'est vraiment de se dire que
dès lors qu'on observe du datura la première fois sur une parcelle. Ça peut être sur des zones qui étaient plus accessibles à la lumière, soit des passages d'irrigation, soit un passage où des animaux sont des sangliers, par exemple, ou une zone où on a eu des défauts de peuplement. On peut avoir des levées de datura un peu plus exacerbées dans ces zones parce que il y a plus de lumière. Je pense qu'une des recommandations, c'est vraiment d'être très minutieux et s'il reste du datura, vraiment d'aller vers de l'arrachage manuel pour se débarrasser le plus rapidement possible sur des nouvelles infestations de datura dans les parcelles, avec des protections et des équipements spécifiques, bien évidemment. Et ne pas négliger les autres leviers mobilisables, la rotation, le nettoyage de la moissonneuse-batteuse, notamment sur des parcelles très infestées de datura, de surveiller les abords de parcelles, toutes les zones voilà, qui peuvent venir contaminer la parcelle. Je poursuis juste, mais très rapidement, pour dire qu'on parle beaucoup de datura, mais il y a une autre plante toxique et invasive, alors moins toxique, une petite cousine, on va dire, du nicandra, du datura, qui s'appelle le nicandra, pardon. Je vous ai remis ici quelques photos qui contient, cette plante contient également des alcaloïdes, dont un en commun avec le datura, alors à des concentrations moindres, mais vigilance aussi sur cette espèce invasive qui a été signalée en Aquitaine. Il y a eu quelques cas également très spécifiques sur notre secteur, et donc de ne pas se laisser déborder par cette plante invasive également. Oui, je vois dans le chat, arrachage du datura, oui, quand je parlais des protections, bien évidemment, avec des gants, et on sort les datura des parcelles et on les élimine. Après. Je voulais vous présenter les résultats sur l'architecture du peuplement et quel est l'impact du peuplement du maïs sur la pression des adventices. L'année dernière, je vous avais présenté des résultats qui avaient été mis en place en 2024 et donc je vous présente le complément en 2025. Donc je vous rappelle, l'objectif dans ces essais, c'est de regarder l'impact de l'écartement et de la densité du maïs sur l'enherbement. On a choisi des parcelles particulièrement infestées de sétères et cette année encore, l'essai a été mis en place où on a une pression de sétères autour de 70 sétères par mètre carré. Donc, dans les architectures testées, en fait, donc on avait, on va dire, la référence avec un écartement à 80 et une densité visée de 85 000. Ensuite, la deuxième architecture, c'est un écartement plus resserré à 55 cm sur la même densité visée de 85 000. Et la troisième architecture est un écartement resserré à 55 cm où on surdensifie avec un objectif de 115 000 plantes par mètre carré. Juste pour préciser que vis-à-vis des densités visées, de 85 000 ou 115 000, on était un peu en sous-réalisation cette année. Et sur les densités visées, on était à autour de moins 10%, mais sur chacune des densités de plantes. Donc, par rapport à ces trois architectures-là, on a mis en place 3 stratégies de désherbage en conservant un témoin non désherbé sur chacune des architectures et donc avec une pré classique, on va dire, pour gérer de la sétère de l'Isard Adengo, une autre pré d'Isard Merlinflex qui ensuite a été complétée en poste avec du Capréno. Donc, le semis a été réalisé début avril, le 8 avril, la floraison le 9 juillet. Et donc, l'après a été réalisé le 9 avril et la poste le 20 mai à cette feuille. En matière de résultats, notamment en matière de résultats d'efficacité, donc vous avez ici les résultats d'efficacité avec une note de 0 à 10, avec le 7 étant une note, on va dire, de satisfaction de désherbage. Et donc là, vous avez les résultats
présenter les 3 bulles, les 3 pavés vis-à-vis des 3 architectures. Et les 3 bâtons de couleur correspondent aux 3 dates de notation, au 30 mai, au 17 juin, et puis la notation autour de la floraison au 10 juillet. Pour chacune des stratégies de désherbage. Donc déjà, ce que l'on peut voir, c'est que au fur et à mesure des notations, vous avez des efficacités, des notes de désherbage qui baissent. Et au final, lorsqu'on regarde ces résultats, on a peu d'écart en matière, même peu d'écart entre les stratégies, peu d'écart entre les écartements 80-55 sur les mêmes densités. On voit en revanche un petit effet de 1 point, mais pour gérer des sétères, c'est toujours ça de prix, sur les écartements resserrés et surdensifiés, si je me permets de dire ça, avec des efficacités où on arrive avec de la pré-rattrapée, on arrive presque à 7 d'efficacité. Sur ces essais-là aussi, on réalise des biomasses des adventices, donc ici les biomasses de la sétère. Et donc là, on a pu constater qu'on avait un effet de l'écartement resserré et surdensifié, notamment, alors pas sur les dénombrements de sétère, c'est le petit point bleu, mais bien sur la biomasse, en fait sur le volume des sétères, avec beaucoup moins de volume de sétère, c'est exprimé en kilogrammes par mètre carré, ça représente, c'est quand même 2 kilos, on a 2 kilos de sétère par mètre carré prélevés à la floraison. Ça, ce sont les résultats d'efficacité. Je vous laisse lire la conclusion, je ne vais pas me répéter. Sur l'angle du rendement, même présentation avec les trois bulles, avec les 3 architectures. Vous avez ici les résultats en rendement exprimés en quintaux par hectare. Dans un premier temps, ce qui est intéressant de regarder, c'est la nuisibilité exercée par les sétères, donc entre le premier bâton et puis les autres. Vous avez ici une nuisibilité selon les architectures qui varie entre 20 et 27 quintaux. Et là aussi, on retrouve quand même un petit effet où on voit qu'il y a moins de nuisibilité exercée par les sétères sur l'écartement resserré et surdensifié, 20 quintaux de nuisibilité contre 27. Ensuite, sur les autres modalités, on n'a pas d'écart significatif sur les stratégies de désherbage. Tout est au même niveau, avec des rendements relativement importants. J'ai remis, je pense que dans une petite bulle, les valeurs. Vous voyez, on a des résultats. Alors, on est sur une parcelle qui a été irriguée et bien irriguée. On est sur des résultats entre 150 à 160 quintaux et pas d'écart significatif sur les stratégies de désherbage. Donc pour conclure, on avait présenté les résultats en 2024, je les complète en 2025, sachant qu'on va reconduire ces essais pour une 3e année, puisqu'on a des petites choses qui sont un peu différentes d'une année à l'autre, même si c'est toujours dans le même sens. L'année dernière, on avait des résultats un petit peu plus contrastés avec ces 3 architectures, ou notamment en matière d'efficacité et de biomasse. Cette année, on voit plus d'effets vraiment sur l'architecture la plus, on va dire, l'architecture très resserrée avec une surdensité, où on voit des effets sur la biomasse des adventices, un effet également sur l'efficacité des sétères. Et donc, on vous présentera, j'espère, une synthèse pluriannuelle complétée aussi des essais conduits par d'autres stations Arvalis l'année prochaine sur l'impact de cette architecture sur le désherbage. Mais c'est vrai que pour l'instant, on voit bien que les enjeux, on voit des petits effets, mais pour l'instant, difficile de se dire que l'on peut adapter un programme de désherbage ou se passer d'un désherbage.